Aux États-Unis, c'est le Long Hot Summer. Mais ici, chez ceux que le parti pris appelle les Noirs d'ici, que se passe-t-il? Dans le journal La Presse du 6 novembre dernier, on pouvait lire ce petit article. C'est un article sérieux. Au cours de son sermon dominical, le curé Doyon de Saint-Joseph-de-Beauce a fustigé les 4 principaux agents du mal qui s'acharnent à saboter l'ordre établi à travers le monde. Selon lui, il s'agirait des communistes, des grévistes de chez nous, des gangsters et des Noirs américains. Le pasteur s'est demandé pourquoi Dieu n'anéantissait pas ces gens qui troublent ouvertement la paix sociale. Bien sûr, la majorité des gens a bien ri devant cette affirmation, mais c'était peut-être cette déclaration assez hurluberlue, l'infime partie visible de la banquise. Le reste de la banquise, invisible et plus sourd, et qui s'appelle la discrimination, est bel et bien existant et beaucoup plus dangereux. Bien sûr, la majorité d'entre nous aura été profondément émue par la mort aux États-Unis du pasteur Martin Luther King. De même que nous aurons été émus aussi quand nous avons appris, sans qu'aucun doute ne subsiste plus, que des Noirs aux États-Unis étaient maltraités, insultés, mis en ghetto, ou quand ils n'étaient pas carrément lynchés, et cela simplement parce que noirs. Mais nous avions, et nous avons encore, la quasi-certitude d'être différents de ces Américains, et nous en étions, nous avons encore tendance à l'être, fiers de notre comportement. Pourtant, dans la presse, l'éditorialiste Guy Cormier écrivait récemment ceci. Je me rappelle, écrivait-il, je me rappelle cette scène vécue à New York, au cours d'une discussion entre un leader noir, de l'espèce d'ailleurs la plus rassurante qui soit, et des Américains. Un Canadien lève la main. Il a tout juste le temps de dire « nous, au Canada », que le noir l'arrête tout de suite. Et il dit « vous, au Canada, vous n'avez pas assez de noirs pour donner des avis ». C'était dire poliment, c'était nous dire poliment, de ne pas nous prendre pour d'autres, pour plus vertueux que les autres. C'était nous dire de ne pas confondre ignorance et vertu. En fait, il n'y a pas beaucoup de Noirs au Canada. Au Québec, selon le directeur du Negro Community Center, M. Stanley Flight, il y a actuellement 10 000 Noirs dont la majorité habite Montréal et dont la majorité parle surtout l'anglais. De cette population, 40%, soit 4 000 personnes, habitent dans le sud-ouest de Montréal, le quartier Saint-Henri, la petite Bourgogne, qui est un secteur défavorisé de Montréal, qui est d'ailleurs majoritairement habité par des Canadiens français. Chez nous, il y a une discrimination réelle, même si elle est subtile. Dans l'habitation, par exemple, un cas précis, la fille du directeur du Negro Community Center, M. Clark, s'est vue refuser un appartement à Montréal au lendemain de son mariage. C'est là un cas précis parmi d'autres, puisqu'on estime que 20% des loyers à Montréal sont inaccessibles aux Noirs parce qu'ils sont noirs. Des hôtels aussi refusent des Noirs, des clubs, des boîtes de nuit aussi refusent des Noirs qui ne sont pas accompagnés pour éviter que des Noirs invitent à danser, par exemple, les femmes blanches qui pourraient s'y trouver. En 1963, un autre cas précis, à Saint-Georges-de-Beauce, un professeur, M. Barato, perdait son emploi pour ce qui a été appelé à l'époque de la discrimination raciale. L'an dernier, à Montréal, au Queen Elizabeth Hotel, une infirmière n'était pas employée alors qu'elle se présentait pour un emploi qui était disponible parce qu'elle était noire. Tout ça traduit un climat, traduit une atmosphère d'où le racisme n'est pas absent. L'écrivain américain blanc Howard Griffin, qui pendant 2 ans, au moyen de produits chimiques, s'était doté d'une peau noire, a dit qu'à Montréal, où il était récemment, sur le plan psychologique, les Québécois de 1968 sont aussi racistes que les Américains. Racistes et en faveur de la non-violence. La non-violence qui est en outre considérée par l'écrivain noir, celui-là, l'écrivain James Baldwin, comme une vertu chez les Noirs, uniquement parce que les Blancs répugnent à se voir menacés dans leur vie
dans l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes ou dans leurs biens. Tant que les Noirs seront des non-violents, les Blancs se sentent en sécurité, d'où le titre prophétique d'un livre de Baldwin, La prochaine fois, le feu, Next Time, Fire. Comment se manifeste ici notre racisme à nous, que ce soit dans le logement, le travail, le loisir, la vie sociale? Comment se sentent les Noirs canadiens? Que pensent-ils de la révolution qui se passe actuellement aux États-Unis? C'est à eux que nous le demandons en toute franchise et en toute liberté. Une première question qui me vient à l'esprit pour engager le débat, c'est peut-être de vous demander, ça peut l'air un petit peu fou, si dans un sens ça vous embête de parler comme ça devant les caméras de télévision, de parler d'une discrimination existante au Québec. Oui, je vous en prie. En réalité, ça ne me veut absolument pas de parler du problème noir, d'ailleurs. C'est un problème qu'on a constamment, on est obligé d'en parler avec des amis, avec des gens qu'on connaît, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Ça ne fait pas bien une bien grande différence, en réalité. C'est donc que le problème, il est réel, il existe. Certainement, je suis noire, et puis ça se remarque. Bon. Prenons des cas précis, si vous voulez, on va y aller par étapes. Comment est-ce que se manifesterait la discrimination à Montréal, dans un premier temps, au niveau du travail? Est-ce qu'il est facile pour une personne de race noire de se trouver un emploi à Montréal ou ailleurs dans le Québec? Monsieur Kibon, si vous permettez. Oui, monsieur. Yvan Valsin. Je pense que, en ce qui concerne le travail, tout dépend quand même du degré d'éducation de la personne. C'est peut-être un principe général, mais j'ai l'impression qu'un noir, à l'heure actuelle à Montréal, muni d'un diplôme assez bien coté, assez bien reconnu, ne devrait pas, en général, avoir de difficultés pour se trouver un emploi. Mais j'entends une personne vraiment bien éduquée. Disons que au niveau des gens qui n'ont pas, tout le monde n'a pas forcément un diplôme universitaire. Est-ce qu'au niveau des gens qui n'ont pas un diplôme universitaire, est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent? Le problème peut se poser sérieusement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le Canadien, certainement, en tirera un certain avantage, puisque l'employeur aura peut-être tendance à l'engager avant le noir. Deuxièmement, sans avoir de statistiques à fournir, il semblerait aussi que le noir constitue quand même pour l'employeur une sorte de main-d'œuvre à bon marché. Il peut bien l'employer avant un blanc, mais à salaire inégal quand même. Donc, si le noir a un avantage à un moment donné pour l'obtention d'un emploi, c'est qu'il a l'emploi, mais à salaire inférieur. Il y a beaucoup de cas qui ont été rapportés en ce sens-là. Oui. Oui, monsieur, vous avez demandé la parole. Quand on a un diplôme, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Enfin, la preuve en est bien grande pour certains Haïtiens. On peut dire tout de suite, on peut nous rétorquer tout de suite que, voyez, regardez les Haïtiens, il y en a beaucoup qui sont professeurs, il y en a beaucoup qui enseignent même à l'université. Mais le problème, moi, je pense, c'est pas là. C'est rien, c'est ce qu'on pourrait appeler aux États-Unis, ce qu'on appelle le token, voyez-vous, une sorte de token. Parce que dans toute population, quelle qu'elle soit, Exactement. le groupe de gens du niveau universitaire, c'est quand même une minorité. Exactement, et puis ils vont pouvoir se caser partout. Mais le problème réside dans la masse, justement. Dans la masse, c'est ça qu'ils veulent avoir. Oui, monsieur Laure. Je suis pas d'accord avec ça. Je prends une compagnie qui concerne 10 000 personnes. Mais dans des gros contre-maîtres, on peut trouver une de notre race. Puis on sait bien qu'il n'a jamais été là. Parce qu'il y a des... On peut dire... Il y a une discrimination. C'est pas quelque chose que tu peux mettre ta main dessus. C'est les entêtes qui est arrivé entre les gros patrons qui empêchaient un homme de notre race de monter jusqu'à un point. Puis quand il arrive là, s'il y a pousse trop, mais il y a toujours un ouverture pour mettre lui à patte. Actuellement, c'est le cas. Ça se présente comme ça. Présentement, je suis d'accord. Il y a une exception à cette Oui, madame. ici ce soir avec M. Farr. Je crois qu'il pourrait prendre la parole après monsieur. Oui, monsieur. Pour moi, c'est évident qu'un problème existe, un problème noir entre dans le domaine du travail et dans le domaine du logement, mais en plus aux limitations que les Blancs nous imposaient aux Noirs, s'ajoute encore un autre problème. Je veux dire par cela que les Blancs, maintenant, ils ont un sens de culpabilité parce que ça fait des générations que nous avons retenu, maintenu dans l'esclavage. Et
passant dans un demi-esclavage. Et maintenant, je pense que sont conscients que nous sommes maintenant des êtres humains, que nous avons les mêmes qualités que eux. Et je pense qu'ils sont très conscients de ça maintenant. Oui, mais indépendamment de ça, l'exemple que M. Laure donnait tantôt, de cette espèce de plafond qui est mis à un moment donné. Par exemple, dans un emploi donné, il y a des postes qui ne sont pas accessibles. Ce qu'on appelle des promotions qui ne sont pas accessibles. Ça n'existe pas, ça. Maintenant, ça n'existe plus. Si la personne est qualifiée pour le travail, il peut obtenir ce poste-là. Si une personne est qualifiée, il peut avoir les postes. Mais quand tu travailles pour une compagnie privée, c'est les autres qui font la décision d'un homme qui va monter, celle qui ne montera pas. Puis, dans cette manière, les autres, ils peuvent empêcher une personne de monter jusqu'à un point. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Oui, M. Valsin, lorsqu'il disait que le noir, d'une manière générale, a de la difficulté à trouver du travail, mais s'il a de bons diplômes, et moi-même, disons que le problème ne se pose pas, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que personnellement, je connais des comptables qui ont beaucoup d'années d'expérience, et moi, personnellement, j'ai eu un diplôme en électronique, mais je me suis vu refuser certains emplois parce que, disons, quand je me suis présenté, disons que lorsque j'appelle, soit le gérant me dit, oui, il y a telle ou telle place, mais quand je me présente et que le gérant s'aperçoit que je suis noir, par le fait même, il y a comme un phénomène de blocage qui se produit. Il me dit, ah bon, c'est un noir, donc disons qu'il n'y a pas de place pour vivre ici. Donc, même si on a des diplômes, disons que la ségrégation est tellement vivante ici qu'on se voit facilement refuser tel ou tel emploi par le seul fait que vous êtes noir. Qu'on est noir. Bon, disons que ça tient, moi aussi, plus ou moins au nationalisme québécois, qui tient surtout à donner des places aux Canadiens. Monsieur Valsin a demandé la parole, oui. Même si vous avez un diplôme en tant qu'homme de couleur, vous n'avez aucune chance de passer du premier coup. Il vous faut du temps encore pour passer. Parce que même le blanc, même l'Européen lui-même, le Français qui sort de France, qui vient ici, avec tous ses diplômes, avec tout ce qu'il peut avoir de mieux, le mieux, eh bien, il n'arrive pas à passer. Il arrive ici avec un diplôme, peut-être 1 mois ou 2 mois après, il est en train de faire le manœuvre en quelque part, où il faut qu'il fasse n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est plutôt commun à tous les pays. Quand un immigrant arrive dans un milieu étranger, j'ai l'impression qu'il lui faut quand même une certaine période de transition avant réellement de se placer. Mais moi, si je me fie à mon expérience personnelle et ma foi à celle de tous les Haïtiens qui sont à Montréal, ces gens-là, munis d'un diplôme, ils arrivent à se trouver un emploi décent quand même à Montréal. Le problème peut bien se poser pour quelqu'un qui arrive avec ses 10 doigts. D'accord, le Québécois aura beaucoup plus de chance que lui, ça c'est certain. Mais c'est le même phénomène. À Toronto, le Canadien français, en fait, il ne va pas percer du jour au lendemain non plus. Ça, c'est un fait connu. Je ne vais rien apprendre aux Québécois. Monsieur Fournier, oui. Monsieur Fleury, pardon. Stéphane, je pense que c'est un problème d'être étranger, premièrement. Parce que lorsqu'on arrive en face de quelqu'un, on lui demande un emploi, il faut regarder premièrement comme étranger, ensuite comme noir. Et puis... Est-ce que c'est pas plus facile, le processus inverse, de vous voir d'abord comme noir et ensuite comme étranger? Peut-être, oui, mais des fois, on nous refuse des emplois là, pour les donner aux Canadiens. C'est pas parce que, précisément, on voit le noir, mais il y a l'étranger, il y a le Canadien qui doit passer avant. Puis, autre chose, la discrimination, ça dépend des niveaux où l'on frappe. Il y a certains niveaux, d'accord, dans des niveaux industriels, je pense qu'elle est beaucoup plus marquée. Mais dans les niveaux plus ou moins intellectuels, si on pourrait dire ainsi, ben, on la sent un peu moins. Le niveau intellectuel, c'est, comme on a dit tantôt, c'est minoritaire relativement à l'ensemble d'une population. Ah oui. En minorité, dans un milieu étranger, il est normal que ce phénomène se produise. Mais je pense que le fait d'être noir, c'est beaucoup plus voyant et
et vous avez beaucoup plus de chances de vous voir refuser tel ou tel emploi parce que tout simplement, il y a de la discrimination dans l'air, parce que vous êtes noir, un point, c'est tout. Monsieur Laurent, oui. Le chef français de Québécois, comme M. Lévesque, comme M. Pierre Bourgault, comme tous les autres chefs de français, dit qu'il y a discrimination contre le français. Si nous avons la discrimination contre le français, alors nous avons discrimination contre le noir. Plus difficile que le français parce qu'à Québec, il y a 5 millions de Français. Il a un temps très difficile. Dans mon poste, comme vice-président du Parti libéral, beaucoup des hommes noirs d'Haïti, des autres places, arrivaient dans mon bureau chaque jour avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'éducation, cherchaient pour du travail, pour 2 ans, quelquefois 3 ans, concernant le problème aussi des immigrations. Toujours le problème avec les Noirs, pas seulement à Québec, pas seulement en Ontario, mais tout le monde comme ça. Est-ce que ça veut dire, après ce que vous avez dit en parlant des francophones, est-ce que ça veut dire que le problème est double pour un noir qui est aussi francophone? Naturellement. Madame Lindberger, oui. Pardon. Je pense que bien souvent, on est noir, n'est-ce pas? Et puis les noirs, nous allons vers les autres en pensant « je suis noir ». Alors, quelle que soit la réponse qu'ils nous donnent, on va avoir tendance à penser « ils ne m'acceptent pas pour ce travail parce que je suis noir ». Je pense que vraiment la première chose à faire, c'est pas d'oublier, parce qu'il n'y a rien d'oublié, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien du tout, mais pas donner la préséance à ça. Mais quand Toujours vous dire dites qu'on fait ça parce que je suis noir. Quand vous dites que quand vous avez l'envie de vous présenter en... Oui, mais le français dit je suis un Français, c'est la raison, je suis M. Lévesque contre M. Gordon de CNR, parce qu'il dit, chaque fois qu'une personne arrive pour un poste, il dit, c'est la raison, parce que je suis un Français. Mais après la petite révolution québécoise, regardez la différence. Regardez l'avancement de français. C'est le maître de chez vous. Naturellement. Ça règle pas la question. La violence ici fait une grande différence. La violence dans les États-Unis fait une grande différence. Dans les États-Unis aussi. Au Canada, le même temps. C'est impossible de dire est-ce que discrimination québécoise. Parce que dans 1940, sur le rue Sainte-Catherine, c'est difficile pour un noir pour entrer dans une taverne, entrer dans un restaurant. Pas un rêve, c'est naturellement, c'est la vérité. Excepté pour un noir, il faut travailler plus fort comme des autres pour gagner son poste. Ça vous semble normal? Ça c'est vrai, c'est vrai. Oui, monsieur, oui. Vas-y, allez-y. Non, comme il dit, il dit que les Français ils ont un complexe contre les Sept de France. Ben, les autres, moi je trouve, ça c'est mon opinion à moi, que ceux qui viennent de France, ils pensent que sont meilleurs que les Canadiens français. C'est pour ça. Ben, moi, comme il dit, il y a... Est-ce que ça veut dire que les Noirs peuvent avoir un complexe vis-à-vis des Noirs d'ailleurs? Plupart, je sais pas. Moi, je parle pour moi-même. Je ne peux pas parler pour les autres. Moi, j'ai un complexe contre les Américains, oui, mais sur les Canadiens, de n'importe quelle part, non. Ben, plupart, moi, je trouve que les Américains, les hommes de couleur, sont pareils comme les Sept de France ou quelque part, qui pensent que sont meilleurs que nous autres ici parce qu'on vient d'ici. Monsieur, oui. Oui, je pense qu'on a parlé de ségrégation presque un peu partout, mais on a négligé de parler de la ségrégation là où ça ne devrait pas exister du tout. Je veux parler de l'immigration, oui, bon, par exemple. Ouais, disons que l'immigration, moi personnellement, je connais des Haïtiens qui sont très instruits. Hein? Ils arrivent à l'immigration, ils se voient barrer la porte, ou alors qu'il y a d'autres Italiens. Disons que je ne veux pas parler de l'italien en termes péjoratifs. Non, mais si on prend n'importe quel autre blanc, venant soit de l'Europe et de l'Est, par exemple, qui a un niveau d'études beaucoup plus bas, mais ce blanc-là aura facilement la chance d'avoir sa résidence ici, alors que le noir ne l'aura jamais. Monsieur François. Oui, justement, pour enchaîner, pour enchaîner avec ce qu'il disait, justement, j'allais juste apporter ce point de vue-là, en ce sens qu'au bureau de l'immigration, on dirait qu'il y a vraiment de la discrimination, il faut le dire.
En ce sens que pour le noir, ou bien pour tout antillais par exemple, ils vont demander plus ou moins la perfection des diplômes universitaires. Alors pour enchaîner avec ce qu'il disait justement, dans des autres pays, disons surtout de l'Europe, ils vont les laisser rentrer et quand bien même des fois que ces gens-là n'ont même pas de certificats médicaux, alors que nous autres, on nous exige des certificats médicaux presque parfaits, on devrait être intacts. Quand on vient ici, on est des saints, vraiment, des purs, vraiment, ici, il pourrait dire. Tandis que les autres, on les laisse passer, je ne sais pas. Monsieur Valsin, oui. Bien, vous voyez ce que monsieur vient de dire à l'instant, bien, ça a été mon cas dans un bureau de placement ici. Ici à Montréal. Ici à Montréal, oui. Si nous voulons revenir à aujourd'hui, en 68, pour parler du problème du logement qui probablement existe aussi. J'ai cité dans la présentation un chiffre qui disait, et c'est le comité de défense des citoyens qui a fourni ce chiffre-là, disant qu'il y a 20% des loyers qui sont inaccessibles aux Noirs au Québec. Ils sont inaccessibles parce que les gens sont noirs. Oui, monsieur Peter. Une compagnie qui a plusieurs appartements ou blocs appartements, il ne voit pas, il accepte. Tu l'écris, puis il va t'accepter. Mais un homme qui appartient à une ou deux bâtisses, qui loue à son affaire lui-même, c'est impossible que tu rentres. Il va te laisser louer sa place. Il vous regarde, si vous êtes noir, c'est dommage. Vous avez des enfants, c'est dommage. Clairement. Il se gêne pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui diraient ça clair. Ça m'est arrivé une fois qu'il dit on n'accepte pas du monde couleur. Aussi clairement. Oui, vous avez demandé la parole, oui. Moi, je ne peux pas le dire. J'habite dans une maison, quand je suis arrivée, j'étais la seule noire, c'est un immeuble assez bien, c'est tout. Mais maintenant, il y a des noirs qui habitent, tout le monde va à la piscine ensemble, des blancs et des noirs. Je peux pas, je ne souffre pas de ça. Il y en a quelques-uns. Ça vous fait rire, ça, pourquoi? Je pense que ça pourrait être plus ou moins se comprendre, étant donné que madame voit plutôt l'air d'une Canadienne bien bronzée, donc on a fait des trucs. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Non, mais pas le problème racial partout où vous allez. Moi, je travaille avec des Canadiens. Mon patron qui était Canadien, je travaille avec des Canadiens, j'ai pas ce problème-là. Ça dépend comment on prend le problème racial. Si vous arrivez devant, le gars vous refuse de travailler, vous voyez déjà, parce que je suis noir, il me refuse. C'est parce que ma tête ne lui revient pas. Le problème racial, c'est nous, oublions le problème racial, et puis on est des gens minorités, on est une minorité en droit. Non, oui, je suis d'accord. S'il vous plaît, ici. Oui. Oui, je pense que c'est pas... Je pense quand... Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Ben, quand un propriétaire est voué la couleur... Alors, dans ces conditions, je me retire. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Ici. Madame on déplace pour le problème. Moi, à mon sens, on est noir, c'est un fait, il y a toute une série d'implications à ça. Ou étant donné que le Canada, on fait juste au nord des États-Unis, même si officiellement, disons que c'est plus ou moins camouflé ici, mais dans les faits, si l'on prend la réalité, on s'aperçoit carrément qu'il y a ségrégation et même racisme. Par exemple, quand je prends le métro, par exemple, il y a des bonnes femmes qui sont choquées rien que de me voir assis juste à côté d'elles. Naturellement, moi, j'ai plus ou moins l'air hautain, vous comprenez, mais disons que ce terre hautain, c'est juste en réaction contre cette drôle d'attitude de madame, qui ne devrait pas être. C'est Valsin, oui. Moi, j'ai l'impression, en fait, que la ségrégation raciale, au fond, il n'y a pas de pays qui s'y échappe réellement. Je suis heureux d'entendre ces propos-là sur les lèvres d'un Haïtien. En fait, dont le pays dont l'histoire politique de son pays a été nettement dominée par la question de couleur. À l'heure actuelle, en Haïti, et toute l'histoire haïtienne est là pour le prouver, il y a eu de la ségrégation raciale. Partout, on trouvera en fait ce problème-là à partir du moment qu'il y a deux cultures ou deux couleurs qui doivent s'affronter. C'est le problème, ça revient un peu au problème du Canadien français et du Canadien anglais. Maintenant, j'ai l'impression qu'aussi que le noir ici, il affronte le milieu canadien-français avec beaucoup de complexes aussi. Ça, j'ai pas... Parce que si je me réfère à mes expériences personnelles,
encore une fois, je pense que ce serait ridicule de dire qu'il n'existe pas de ségrégation au Canada. Mais en me fiant à mes expériences personnelles, je n'ai jamais eu à subir d'expériences cuisantes au niveau du logement, ou bien dans le travail, ou bien dans toutes les activités sociales que j'ai eues à mener. Qui visite au sud, parce que moi, je suis allé pour mon étude universitaire dans les États-Unis. Quand j'étais à Alabama, Georgia, toutes les choses vont bien avec moi, parce que je restais dans cette place pour 2 semaines, 3 semaines. Mais si je restais dans cette place pour toute ma vie, c'est une grande différence. La ségrégation commence à 7 ans si vous restez ici. La même chose ici. Au Québec, c'est... Sur le plan du logement, on parlait du logement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on y revienne. Comment ça se manifeste, selon vous, au niveau du logement? Beaucoup des appels contre les Noirs à Montréal qui disent dans le secteur, plus de choses vers dans le secteur anglais aussi. Dans le secteur anglais, de temps en temps, on m'arrivait, l'homme dit, c'est, par exemple, c'est $100.50. Un blanc arrivé, $100.25. Plus cher pour le noir que pour le blanc. Moi et franchement, je pense que non. Par exemple, si l'on fait rien qu'une petite analyse du langage québécois, par exemple, on va s'apercevoir aisément qu'il y a toute une série d'expressions qui devraient être bannies. Par exemple, lorsqu'une Canadienne dit que mon ami a des plans de nègre, par exemple, ou bien que... Mon ami a quoi? A des plans de nègre. Ah bon, oui. Ou bien que mon ami va travailler comme 4, 5 petits nègres. Là, la personne se réfère directement au temps de l'esclavage, mais maintenant, on est en 1968, en plein 20e siècle. Je pense que c'est désuet. Oui, Madame Lindberger, oui. Ça n'a absolument aucune importance s'il dit que c'est des plans de nègres. Moi, je suis mariée à un blanc, et puis mes petits cousins, mes petits neveux, puis tout, leur mère leur dit, c'est pas bon ça, c'est des plans de nègres. Ils leur disent, ben ça c'est tout juste bon pour autant de Viviane, nous c'est des plans de blancs. Ça veut rien dire, c'est une expression comme une autre. Est-ce que ça vous choque qu'on dise ça? C'est comme on dit travailler comme un nègre. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça veut dire travailler pour vous. C'est de mauvaise expression. Monsieur Laure. C'est pas plus mauvais qu'autre chose. Monsieur Laure, s'il vous plaît, oui, Monsieur Babelard. C'est une mauvaise expression pour commencer. Puis, si un jeune là était bien entraîné, lui, il n'a jamais voulu employer d'amour. Parce que quand tu emploies l'amour nègre, ça dit telle chose. Puis c'était toujours, on dit, un stigma contre notre race. Mais c'est vous qui le savez Non. Par exemple, comme un Anglais dit à un Français, parler comme un blanc. C'est le Français, c'est furieux avec cette expression. C'est la même chose pour un Noir. Oui, Monsieur Peters, oui. Moi, je trouve qu'un enfant, toutes ces expressions-là, comme le monsieur vient de dire, ça vient de des enfants mal élevés. Parce que des expressions, c'est aucun bon sens. À mon avis. De parler des plans de nègres, puis Oui, M. Peters, oui. Plusieurs fois, j'ai travaillé dans les maisons des Blancs, et le petit a dit à moi, il dit, t'es bien sale, donc. J'ai dit, est-ce que c'est votre mère qui t'a montré ça? T'as jamais vu un enfant changer, la mère prenait l'enfant qui a changé de parole. Oui, M. Valsin, oui. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est faire preuve réellement d'une étroitesse d'esprit épouvantable. Un enfant qui dirait à quelqu'un qu'il est sale, qu'il est donc sale. Mais l'enfant, en fait, il a tout simplement... C'est tout à fait normal qu'il soit surtout frappé par la couleur du noir. Moi, il y a un enfant Moi, j'ai déjà rencontré une petite fille qui m'a déjà dit que j'étais faite en chocolat. C'était tout à fait normal, mon Dieu. Je suis noir, je suis nègre, disons, de descendance africaine. Ça, je ne nie pas. Mais je veux, quand j'ai cité cette expression-là, je voulais parler de quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité. Si l'on prend le langage, qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est l'expression de ce qui est. Or, où est-ce qu'il y a encore des esclaves en 1968? Non. Donc, pourquoi parler, vous ne travaillez comme 5-6 petits nègres? Disons que ça ne colle pas à la réalité. C'est des expressions qui devraient être bannies. Non, moi, justement, sur ce mot-là de nègre, ce que je voulais dire, ceci, je sais bien que je suis nègre. Mais peu importe ce qu'un autre
pense de l'expression, quelle interprétation il donne au mot nègre. Ça me fait absolument rien. Peu importe ce qu'il y a dans son esprit, je sais. Non, excusez-moi, je veux terminer. Je veux terminer. Le mot nègre. Monsieur, c'est un blond. Je suis un noir. Excusez-moi. Montre-moi un blanc. Une seconde, s'il vous plaît, je pense qu'on se comprend plus. Madame Dubreuil, oui. L'expression peut être employée d'une façon péjorative, et à ce moment-là, elle est blessante. Et puis alors, elle peut être employée d'une façon tout à fait normale, comme toute autre expression, dans n'importe quelle langue, pour n'importe quel peuple. Et elle peut ne pas avoir un sens péjoratif, et à ce moment-là, c'est tout à fait acceptable. Et il n'y a aucune... enfin, on ne peut pas blesser l'amour-propre à ce moment-là de la personne à qui on s'adresse. Qui fait cette expression? Qui écrit les livres? C'est la raison, le noir dit que c'est... Un blanc écrit les livres. Pourquoi? Par exemple, un blanc écrit un livre, il dit un noir, vous êtes, etc., etc. Le noir dit, oui, vous faites ça, oui, mais nous avons besoin des hommes avec direction, un homme avec esprit. Parce que c'est la raison, le problème avec le noir, parce que le noir toujours suivait la chose. Oui, Madame Dubreuil. Le noir lui-même va utiliser des expressions qui peuvent sembler péjoratives et qui ne l'est pas puisqu'il l'utilise lui-même. Par qui? Qui fait C'est l'expression? un noir qui l'utilise pour les noirs. Monsieur Fleury, s'il vous plaît, oui. Moi, je pense Monsieur Fleury. qu'on devrait bannir chez nous ce sentiment-là de se sentir plus ou moins inférieur. Parce qu'on va dire que c'est un petit nègre. Moi, il me dit qu'il est un petit nègre, il prend ça dans un sens. Lui, il l'interprète. Moi, je l'interprète à ma façon, je suis nègre. Il dit que c'est un petit nègre. Moi, j'en suis fier, vraiment. Je suis un nègre. Et puis, je pense que ça règle beaucoup de problèmes. Le fait d'être dans un métro et puis qu'une dame vous regarde, c'est normal, elle est curieuse, elle vous regarde. Mais si elle me regarde en tant que nègre et qu'elle se sent inférieure, là, je pense que c'est elle qui se rabaisse, elle me remonte au lieu de... Ah, mais ce que je voulais dire, enfin, il y a deux points. C'est d'abord, sur cette question linguistique, il faut s'entendre sur une chose. Les mots, ce sont des conventions. Alors, ce qui est signifié dans les mots, eh bien, si on parle de charge affective, il faut que la personne qui utilise le mot l'utilise avec une certaine charge affective. Il faut que la personne qui reçoive un peu l'objet même de l'expression même, il faut qu'il interprète cette charge affective. Alors le mot nègre même, on ne peut pas dire que le mot est péjoratif parce que le mot est nègre. En effet. Ça dépend. Monsieur, vous avez la parole, oui. Pour revenir à votre question, si la ségrégation existe dans le domaine de logement, oui, ça existe fort bien. J'ai expérimenté ça plusieurs fois cette année et l'année passée. Mais maintenant, je pense que nous avons un autre problème. C'est les Blancs maintenant qui ont un problème. Parce qu'ils cherchent maintenant de nous faire oublier que nous sommes noirs. Ou pire encore, ce n'est pas d'importance. Par exemple, un Blanc qu'on raconte quelque part qui dit que, bon, moi j'ai beaucoup d'amis noirs, ou vous savez, la plupart de mes amis sont des noirs. Voilà, le problème existe fort bien. Parce que je pense qu'ils font ça seulement pour nous faire rassurer que ça n'existe pas. Une discrimination de bonne volonté. Exactement. Parce qu'il essaie de convaincre que sont pas contre toi, tu sais. Il dit, ben, un de mes meilleurs amis, il est un gars de couleur. Oui. On est en train de faire des procès d'intention à bien des gens aussi quand même. Voyez-vous, vous mettez certaines personnes dans un cercle vicieux. En fait, s'ils repoussent le noir, tout le monde les taxera de ségrégation, ça va être absurde, ça va être épouvantable, c'est éreinté. S'il reçoit le noir avec une certaine compassion, je ne sais pas, et s'il le reçoit normalement, tout simplement, là, on l'accusera de paternalisme. Alors, entre ces deux extrêmes-là, quel parti prendre finalement? Ce que moi, et quand je dis moi, disons que je prends le droit avant de parler au nom de tous ceux qui sont là. Ils demandent d'être traités comme quelqu'un qui appartient au genre homme d'abord, et pas comme un noir, et pas cela. Je veux dire que un blanc doit avoir un comportement normal face à un noir, et non un excès de gentillesse ou du paternalisme. Nous disons que lorsqu'il
Et puis lorsqu'il manifeste un certain paternalisme, disons que c'est pour essayer de faire oublier aux Noirs, qu'il est noir, vous dit, disons que la plupart de mes amis sont noirs. Là, je pense qu'à ce moment-là, ça retient l'attention du noir. Vous parlez de paternalisme, mais ça m'emmène à parler, si vous voulez, de ce qui se passe aux États-Unis, où il y a des Noirs qui actuellement, je pense, lutte contre le paternalisme. Il y en a deux, entre autres, s'appelait Carmichael et Cassius Clay, qui, dans une entrevue récente accordée à Radio-Canada au Canal 6, à l'émission News Magazine, un reportage qui s'appelait Letter to Martin, tenait les propos suivants que nous allons écouter ensemble, si vous voulez, et voir sur les moniteurs qui sont là-bas. But all the Honorable Elijah Muhammad is doing is giving America a chance to do right. One Negro says he won't integrate, he gets killed. One Negro says, I want to separate, he gets killed. So this shows America up as being a hypocrite and not wanting to really do right by the slave, because the Muslims are catching more hell for not wanting to integrate than the other people are catching for integrating. So this justifies God when he comes to destroy a people. He gave them a chance to do right. So America's been offered separation or integration, and she don't want either. So Allah will have to come in and intercede and make it. Stokely Carmichael, come here, man. Come here, man. Come here, man. Come here, man. My man. My man. My man. My man. Hey, we have a surprise guest. We have a surprise guest today. You were saying a little earlier you didn't agree with Stokely's philosophy. In what ways don't you agree? I haven't said nothing about I didn't agree with Stokely's philosophy. I said we are all black brothers. I also said that whites try to divide and conquer us. This man is fighting and doing what he believes is right, and he's sincere in getting his people freedom. I'm doing what I believe. Our approaches may be different, but the same common enemy has hair like you. Would you go along with that, Stokely? Yes, would you go along with that? Ain't that some nerve? You talking for me. I don't know what you're about. One man, one people. That's right. We all together. Right on. The same dog bit me, bit him. How do you feel about some of the other black philosophies? All of them are my brothers. This March on Washington, for instance, will it do Rabbi Abernathy is a good friend of mine, and he's doing what he believes will get his people free. See, we have different approaches to win this battle. In Vietnam, America's at war. One man fights in the air, one man fights on the land, one man fights on the water, one is a spy. They have different approaches, but they fight different. So we have different approaches, but the same common enemy is white America. He gives them hell his way. I raise hell my way. Abernathy raise hell his way, and you got to answer to somebody, and we going to win anyway. I know how you feel. Step up on me like that. Where'd you come from? I was thinking you because you're still my champ. They haven't whipped me yet. How long you going to be in town? Stokely Carmichael, you have shook the world. No. you don't look that bad. one man, I wolf know what I heard one newsman say? He said, we would be glad to have a Carmichael around after Rap Brown. Rap Brown went somewhere the other day and they banned the sale of all matches. The sale of all matches. I know how you feel about this, but I'll ask you the question anyway. Do you think you would have been treated differently on this draft business had you been white boy? Yeah. Wrong complexion and wrong connection. Joe Namath had a bad knee. He got out because he was a white boy. He's still playing football. George Hamilton was a millionaire, but he had to support his mama. He started and he got out. But as you say, I'm black and I'm catching the hell. Do you think Ralph Abernathy can ever take the place of Martin Luther King? Well, I don't really know. It's up to the people to follow who they want to follow. It's not my job. Well, Stokely is here. Part of his philosophy is that the only way the black man will get anywhere in America is to burn the place down. Stokely can speak for himself, and he's not scared, and the world know him, and he's free, so he can speak for himself. He said something, whatever he want to say, he can say. I can't be listening to you. I'm not even speaking to them no more. Go ahead, you rap.
Well, whatever. Well, he speaks for himself, and he says he's not speaking now. So we're not here to debate over. If I disagree with anything he say, if he disagree with anything I say, we'll go behind the doors and argue, but not around you. Okay, one final question. We can disagree, but they better not put their hands on you. Les deux personnes qu'on vient d'entendre, Cassius Clay et Stokely Carmichael, Stokely Carmichael n'a pas parlé beaucoup. Je pense qu'il est quand même le principal porte-parole du Black Power. Une question que je voudrais vous demander, parce que vous êtes noir, dans quelle mesure est-ce que, en tant que noir canadien, vous sentez des sympathies particulières, dans quelle mesure il y a des liens qui s'établissent avec les Noirs qui vivent ce qu'on sait actuellement aux États-Unis? Monsieur Kipper. Oui, monsieur Valchin. Moi, je pense personnellement que c'est un devoir pour tout être humain de sympathiser et de se sentir solidaire d'une situation aussi horrifiante que celle dans laquelle vivent les Noirs américains à l'heure actuelle. Moi, je me sens tout à fait solidaire des Noirs américains, non pas parce que je suis noir ou parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont dans une situation qui n'est pas normale. Mais vous ne nierez pas enfin j'imagine en tout cas qu'il va y avoir une solidarité particulière parce que vous êtes noir. Est-ce que ça joue pas? Sentimentalement, oui, mais objectivement, il ne devrait pas avoir une telle position. Oui, monsieur. Moi, disons que si j'étais noir ou américain, disons que je ferais tout comme Stokely. Mais ce qui arrive, c'est que je suis haïtien. Disons que en tant que noir, je me sens tout à fait solidaire, mais franchement, disons que je dois avouer que je ne peux pas sentir comme un noir américain. C'est-à-dire que je sais que si je vais là-bas, je vais être perçu comme un noir bon d'abord, et comme tel, je devrais sympathiser et agir avec les noirs. Mais au Canada, disons que je ne suis pas au centre de l'affaire, et disons que comme tel, je ne peux pas réellement dire que je sens le mouvement noir. Oui, Madame Dubreuil, oui. Je me sens tout à fait solidaire du problème noir aux États-Unis, mais tout autant que je me sens solidaire du problème qui se pose au Vietnam. Je crois que ce sont des êtres humains, les Vietnamiens et les Noirs, et de la même façon, enfin, ils ont les mêmes problèmes de base. Ils cherchent leur liberté. Et je crois que de ce point de vue-là, la solidarité est entière pour les uns et pour les autres. Mais est-ce que c'est pas une position un peu idéaliste, un peu intellectuelle, un peu rationnelle, Madame Dubreuil, M. Valchin, ce que vous avez dit? Non, pas du tout, parce que je pense que la situation raciale aux États-Unis se double quand même d'un problème social très aigu. Actuellement, les gens de Saint-Henri, par exemple, ou bien dans toutes sortes de ghettos de banlieue de grandes villes nord-américaines, je suis obligé de sympathiser avec leur sort. Ils ne sont pas mieux traités dans leur société, dans un milieu, et ils sont blancs, ils ne sont pas mieux traités que les Noirs aux États-Unis. Ils vivent dans des ghettos, il y a des rats qui circulent dans leur maison à la journée longue, autant qu'à Harlem, en fait. J'ai aucune raison à ce moment-là. Moi, je pense que je suis solidaire de cette situation-là parce que c'est un problème social, c'est un problème, c'est une situation qui pratiquement Votre dénature, position, c'est de refouler tout sentiment reposant sur la race pour en faire... Non, parce que, encore une fois, je vous ai dit qu'il y a deux attitudes possibles. Une qui est sentimentale, parce que, qu'est-ce que vous voulez, je suis noir et je dois sentir comme les autres noirs, j'y peux rien, je ne peux pas y échapper, mais il y a ma position, je la veux quand même un peu plus objective que ça. J'ai pas plus de raison de sympathiser avec les Noirs américains que les gens de Saint-Henri, qui vivent dans une misère aussi affreuse. Il faut vous dire aussi que la situation dans laquelle vivent les Noirs américains, puis nous, on n'a pas connu vraiment maintenant, parce que dans les Antilles, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même vie sociale qu'on a. On ne peut pas la ressentir du tout comme eux. Oui, Madame J'ai vécu une année aux États-Unis et j'ai vraiment pas ressenti le problème noir. J'ai vécu avec mon oncle qui est aussi haïtien, était marié à une américaine noire, était professeur d'école, il avait leur milieu, il vivait d'ailleurs dans un milieu assez international.
peut-être qu'eux, ils se sentaient plus responsables. Parce qu'ils étaient quand même américains, les deux. Lui, il était naturalisé, elle était née aux États-Unis. Mais moi, personnellement, j'étais là comme une étrangère et puis j'en ai pas souffert. Monsieur François, vous avez la parole. Oui, justement, moi j'ai vécu justement à New York, à Brooklyn et à Manhattan, tout ce que vous voulez, à Long Island aussi, pendant au moins 4 ans. Alors j'ai essayé justement, j'ai pas pris la position comme la plupart des Haïtiens font. La plupart des Haïtiens restent avec les Haïtiens et puis on dirait qu'ils ne voient pas justement ce problème-là. Parce que, je ne sais pas, a priori, on dirait qu'il y a une sorte de réticence entre l'Haïtien et le noir américain. Alors moi, je me suis fait, enfin, je ne veux pas me vanter, mais j'ai essayé justement de me familiariser avec les Noirs américains. J'ai visité Harlem de fond en comble, et même j'ai eu, soi-disant, des Blancs américains comme amis, etc. Et puis de temps en temps, ils veulent me faire dire, par exemple, regardez vous autres, vous êtes bien, etc. Vous n'êtes pas comme eux, Je dis, mais pourquoi je ne serais pas comme eux? C'est exactement la même race. Mais ce qu'il y a, j'ai été placé dans un contexte social et politique différent d'eux. C'est pourquoi, et enfin, le résultat a été différent. Mais n'essayez pas de diviser justement pour régner. Mais ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que les Blancs n'ont pas trop tendance à ne pas faire de distinction du tout entre les Noirs, comme si un Haïtien, un Noir américain ou un Congolais, c'était du pareil au même, alors qu'il... Au prime abord, tous les Noirs, ce sont des Noirs. C'est fini, dans le même sac. Oui. Tout le monde est dans le même sac. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, monsieur. Mais je pense qu'il y a un danger à souligner, par exemple. Je pense que si l'on prend le cas de Stokely, lorsque les Blancs américains se sont aperçus qu'ils pouvaient devenir dangereux, ils ont essayé de lui faire comprendre qu'il n'était pas un nègre américain, mais qu'il était un noir américain. Donc ça signifie qu'ils essaient d'introduire disons qu'ils essaient d'assimiler Stokely pour essayer de le faire pour essayer de lui faire comprendre qu'il était noir, bon d'accord, mais pas un nègre. Et ça, je pense que c'est un grand danger. Oui, monsieur Laure a demandé la parole. Monsieur Barbella. À mon opinion, moi, je suis bien sympathique avec la situation, pareil comme j'ai été avec la situation des Québécoises ici. Mais j'étais loin de l'affaire. Ce que j'ai pris, c'est à deuxième main. J'ai lu ça dans le journal, j'ai lu ça dans le papier. Je l'ai vu, la situation, dans des fois, quand j'ai une chance de visite, dans des villes comme Détroit, New York. Mais j'ai jamais passé assez de temps dans la vérande de comprendre la situation comme il faut. Pour revenir à ce qui s'est passé, à ce qui se passe ici au Canada et notamment dans le Québec, je pense que jusqu'à maintenant, il a été assez évident par certains des témoignages que vous avez donnés qu'il se fait effectivement une discrimination à certains niveaux. Ce que je voudrais vous demander, c'est quelle façon vous envisagez, vous, pour combattre cet état de choses, même si la discrimination dont vous avez parlé n'est pas féroce, mais plus ou moins subtile, plus ou moins cachée. Est-ce qu'il y a des mesures qui doivent être prises et quelles sont ces mesures? Oui, M. Pétain. Il faudrait d'abord l'instruction. Il faut que les Québécois apprennent à vivre avec les... Je vais vous donner un exemple. Oui, d'accord. Moi, excusez, j'en rencontre souvent des gens sur le train qui me disent « Ah, vous parlez le français? » Puis ils sont complètement étonnés de voir que je peux parler le français. Pour moi, les autres, ils étaient élevés pour penser que le français, c'était une langue seulement pour des Blancs. C'est comme ça que je l'interprète. Parce qu'ils me demandent, puis regardez, les Haïtiens, il y en a plusieurs qui parlent le français, c'est leur langue maternelle. Puis ici, ils me demandent comment ça se fait que je parle français, comme si j'avais pas le droit de parler le français. Vous pensez que les Noirs devraient être intégrés au milieu francophone? Pardon? Les Noirs devraient être intégrés davantage au milieu francophone, au milieu des Français du Québec. Oui, par rapport à un procès d'intention que je relève dans ces commentaires, ordinairement, en fait, on assimile le noir à quelqu'un de culture, de langue anglaise plutôt, parce que le Canada est tout près des États-Unis. Le Canadien a beaucoup plus de chances d'être en contact avec un noir américain qu'avec quelqu'un de culture francophone. Ce n'est que depuis quelque temps que l'Afrique et puis Haïti, en fait, les pays francophones que le Québec commence à s'éveiller, si vous voulez, à ces pays-là et à la culture francophone en général. Mais moi, personnellement, je suis obligé de me battre à Montréal pour qu'on me parle en français.
Vous arrivez dans un restaurant, la serveuse, elle va vous parler anglais tout de suite. Parce que pour elle, les Noirs, ce sont des Noirs américains. Madame Azur, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine ignorance chez le blanc aussi, qui a le problème racial? L'ignorance chez les Blancs d'ici? Chez les Blancs d'ici ou d'ailleurs, parce que j'ai vécu en Europe, d'ici ou d'ailleurs. Parce qu'ils vous voient d'avance. Disent c'est une Noire ou c'est un Noir, quand vous commencez à parler, ah, vous parlez très bien français. C'est une espèce de classe sociale et d'ignorance chez le Blanc. Le Blanc, d'avance, il vous voit déjà noir. Et quand vous commencez à lui parler, il dit, eh ben, mais c'est pas tout simplement un manque de contact, c'est un manque de... c'est de l'ignorance. Le Blanc ne connaît pas assez le Noir. Oui, Mme Lindberger, oui. C'est là, quand on parle de faire l'éducation, ça peut se faire, une éducation, c'est pas forcé que ce soit dans les écoles. Ça peut se faire à niveau personnel. Comme dit madame, on nous parle anglais. Je réponds français, puis la personne sera bien forcée de voir que je parle français. Là, elle sera peut-être intéressée à me demander comment est-ce que je parle français. Elle saura pour la prochaine fois. Elle n'hésitera pas tant que ça. Je prends des éducations, mais pas seulement des éducations. Parce que les Allemands ont beaucoup des éducations, mais ils tuaient 6 millions de Juifs. Oui. Alors, c'est pas de l'éducation. Alors, il faut quoi? C'est la chose économique. Quand le Noir essaie des Noirs dans un certain milieu, essaie d'argent dans sa poche, d'avoir une force économique, à ce temps, la communication avec le Noir et le Blanc sera égale. Seulement à ce temps. Parce qu'actuellement, les forces économiques ne sont pas égales. C'est la première chose économique. Oui. Après ça, toutes les choses suivaient ça. Mais regardez le Canadien français. Sans d'argent dans sa poche, vous êtes une majorité à Québec, mais vivent comme une minorité. Quand je prends l'autobus, quelquefois, il y a des personnes qui passent. Ah oui, ça arrive souvent, ça. Moi, je me souviens un couple de fois. Tu sais, ben, ça m'a fait du poids. Que j'ai vu une petite fille, là, j'étais chez une de mes chums, puis j'ai une petite fille, elle dit, regarde mon garde de nègre. Tu sais, fait que sa main, la sort, elle dit, dis pas ça, cher. Elle m'a demandé mon nom, puis je l'avais dit mon nom. Puis elle a dit, ben, quand tu veux la parler, tu l'appelleras, tu sais, par son nom. Tu sais, puis ça m'a fait quoi? C'est la première fois que ça arrive, ça, que, tu sais, que quelqu'un fait ça. C'est laquelle pareil, c'est ça. Oui, vous avez demandé la parole, oui? Oui, je pense que, naturellement, et disons que je suis plus ou moins en retard avec ce que, à partir de ce que vous avez dit, mais je pense que le français tient à quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Parce que personnellement, je connais des Noirs qui sont bilingues, qui ont vécu 5 ou 6 ans aux États-Unis et qui sont haïtiens. Mais eux, ils refusent catégoriquement de parler anglais. Donc c'est parce qu'ils ont remarqué que dans le milieu québécois ou bien montréalais, le noir est mieux vu s'il peut prouver qu'il peut parler et bon français. Il faut qu'il soit intégré au milieu. Oui, oui, monsieur, oui. Je vais poser une question à M. Loeb. S'il pense vraiment que l'argent peut changer la couleur de quelqu'un. Non. Mais regardez les Juifs, hein? Beaucoup de personnes contre les Juifs. Non, je vous avais posé une question, oui, s'il vous plaît. La question, pas la couleur. La question, c'est la force. Bien sûr. Alors... C'est la raison à Québec. Un exemple. C'est l'anglais, c'est la minorité. Gagner la direction de toute la province Monsieur, là, ici, je ne parle pas d'anglais ou français, mais avec je la parle force à propos de verte, couleur, avec noir la et force blanc. verte. La couleur, faites pas la différence avec la couleur. Mais absolument, parce qu'on parle... Oui, on parle de couleur maintenant. Non, je veux savoir simplement si vous pensez vraiment si l'argent peut changer la couleur de quelqu'un. Parce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que les hommes, c'est les hommes. Pour clore l'émission, j'aurais une question peut-être indiscrète à demander. À vous, Mme Lindberger, vous êtes mariée avec un blanc. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes avec l'Église, par exemple. Des problèmes religieux. Pas de problème religieux, je suis catholique aussi, mais c'est vraiment au seul niveau où on a eu des difficultés quand il a fallu nous marier. Des difficultés qui se présentaient comment? Ben parce qu'ils ont essayé d'y prouver que c'était quand même un petit peu risqué d'épouser une noire. C'était le seul niveau à peu près. Peut-être que les autres ont été trop subtils pour qu'on s'en rende compte, mais c'était à peu près le seul. Est-ce que dans les rapports que vous avez eus avec les gens par la suite, une fois mariés, est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent?
Des problèmes ne se posent pas. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de mon petit-neveu. Ils me disent toujours des choses comme ça, mais en parlant. Et puis moi-même, je les éduque. Et puis leurs parents leur disent au fur et à mesure aussi, c'est normal que ça se présente. Ils sont des enfants, ils voient bien que je suis noire. Et puis, ils font vraiment pas de différence. Et puis quand ils me disent quelque chose comme est-ce que c'est parce que tu t'es baigné dans la boue, tante Viviane? Et puis ils me disent on t'aime quand même, tu sais. Donc c'est vraiment rien de... Madame Dubois, oui. Être acceptée de ma famille noire américaine avec mon mari blanc, qu'ici au Canada, dans la communauté canadienne-française. Vous avez eu plus de difficultés? J'ai eu plus de difficultés à me faire accepter dans ma famille américaine noire que dans la communauté canadienne-française aussi. Parce qu'il y a une méfiance chez le noir américain du noir qui épouse un blanc. Il y a une grande méfiance et ça leur prend un certain temps à croire vraiment à notre amitié véritable et profonde. Oui, monsieur? Oui, non seulement que c'est exact, mais je pense que c'est expliqué aussi, vu l'ardeur du racisme là-bas, je pense qu'il est normal qu'il s'est développé une réaction, disons, de même force. Plus c'est violent, plus la réaction doit être violente. Et si l'on prend le problème de cette façon, je comprends que vous ayez eu plus de... mon problème à faire accepter votre mari blanc aux États-Unis que vous en aviez eu à Montréal à vous faire vous accepter de la famille blanche. Ça s'explique facilement. Il y a un autre problème, c'est que mes enfants sont blancs et puis j'ai du mal à leur faire comprendre qu'ils sont de couleur, d'origine noire. Mais vous n'avez aucune raison, madame. Et oui, ça cause un drôle de problème parce que leurs petits camarades viennent à la maison et puis ils disent ben, ta maman est brune ou bien elle est noire, comment se fait-il que tu es blanc? Bien, c'est là-dessus, notre temps a été écoulé et là, je dois clore ici l'émission dans l'église que les problèmes se posent. C'est là-dessus que nous devons clore l'émission, le temps est écoulé. Ouais, c'est à vous remercier infiniment d'avoir participé à l'émission. Et peut-être si on avait à résumer, peut-être souligner les quelques points qui ont été mentionnés pendant l'émission. Discrimination existante, plus ou moins fortement, à peu près à tous les niveaux d'activité et de logement. Difficultés aussi à certains moments dans les relations. La conclusion, c'est à nos téléspectateurs et à vous tous de la tirer. Au revoir.